qu'on a dans la littérature, on voit qu'en fait c'est encore loin d'être blanc et noir. On a quand même pas mal de zones d'ombre, ou peut-être parce on essaye un peu de trop simplifier les choses et que finalement après on se rend compte qu'en mettant tout le monde dans les cases, peut-être qu'on n'a pas les bonnes cases. J'ai deux questions. Une première question qui concerne le sérum physiologique. Je pense qu'elle va te faire plaisir cette question. Quelle est l'innocuité du sérum salé sur la femme enceinte au cours de la césarienne, co-remplissage, pré-remplissage? Et est-ce qu'il y a des notions spécifiques qui seraient spécifiques à la femme enceinte, si tant est que tu puisses répondre à cette question-là, sur le volume maximum à perfuser dans ces circonstances? Alors, je remercie pour cette question. Alors, je ne fais pas d'obstétrique, mais déjà, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la femme enceinte, la grossesse n'est pas une maladie. Hein. Donc, la femme enceinte, ça va être un volontaire sain. Et la différence des autres, c'est que ça va être deux volontaires sains en un seul, puisqu'il y a la maman et le bébé qui est dans le ventre, et puis là, qui est en état de sortir, puisqu'on fait une césarienne. Donc, s'il y a innocuité pour... on l'a vu, le salé, c'est pas un poison non plus, hein, ça va pas tuer le malade. En revanche, il faut qu'il soit utilisé à bon escient comme les autres médicaments. Donc effectivement, comme tout autre patient que vous avez, si la femme enceinte a plutôt une acidose, plutôt une hyperchlorémie, etc., il ne faut pas utiliser le NaCl. Voilà. Après, pour du remplissage, eh bien, c'est comme pour les autres malades, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de 1,5 litre, 2 litres, on a bien vu dans la littérature qu'on va générer une acidose hyperchlorémique, que ce soit un patient lambda ou une femme enceinte. Donc, je dirais pas de grosse différence pour la femme enceinte par rapport aux autres patients. À la différence qu'elle a le bébé aussi, et que le bébé, le volume de distribution il est bien moindre. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement chez l'enfant? Je ne connais pas de data à ce sujet-là, mais voilà, il peut se passer des choses un peu différentes. Ils n'ont pas le même taille et le même volume de distribution, quoi. Est-ce que... Manuel, vas-y. Non, juste pour compléter, je partage pleinement l'avis d'Olivier. Il me semble comprendre dans la question également que la question qui nous est posée, c'est faut-il également procéder à une épreuve de remplissage en pré ou en co-remplissage d'une anesthésie loco-régionale et en particulier d'une rachianesthésie. Et ça nous amène à la question qu'on n'a pas vraiment tous abordée, de la nécessité réellement de procéder à ces épreuves de remplissage, donc de l'indication même du remplissage vasculaire. En césarienne. Et notamment dans le cadre de la césarienne. Et là, c'est un vaste débat qui n'a pas été complètement tranché. Pour autant, mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est que dans l'immense majorité des situations, on n'a besoin d'absolument aucun remplissage. Et la notion même d'un co- ou d'un pré-remplissage avant une rachianesthésie pour césarienne, pour corriger les effets supposés de l'anesthésie locale en termes de vasoplégie, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Il faut essentiellement procéder à l'utilisation de vasopresseurs dans cette indication et pas tellement de soluté de remplissage vasculaire. Surtout que la femme enceinte est plutôt hypervolémique en général. Hein, exactement. Ok, donc ça c'était une première partie effectivement de la réponse. Une deuxième partie de la réponse peut être aussi que finalement une césarienne simple, effectivement, n'a pas d'enjeu particulier et que finalement la question va se poser, c'est quand c'est les rares cas, fort heureusement, où il y a hémorragie par exemple. Et là, on retombe dans le cadre du malade de réanimation qui, au-delà d'un certain volume, effectivement, on va avoir des effets délétères. Donc en fait, en mode lambda césarienne qui se passe normalement, il n'y a pas de remplissage au titre de j'augmente ma volémie, peut-être un soluté de perfusion de base, et puis c'est tout. Alors, je crois qu'on a une autre question, et cette fois-ci, c'est sur l'albumine, et c'est le fameux débat de l'albumine à 4 et à 20. D'ailleurs, dans les études que tu as présentées, il y en a une qui est à 20%, c'est le concept de albumine médicament, et puis celle à 4%, et en général, c'est 500 ml, donc effectivement, avec peut-être plus d'effet volume que d'effet médicament. Commentaire là-dessus. Oui, alors d'abord, on a la chance d'avoir une étude récente qui a comparé 4% versus 20%. Et en termes de crainte qu'on a vis-à-vis de l'hyper-oncocité du 20% par rapport à 4%, visiblement, il n'y a pas de différence, en tout cas en termes d'effet délétère sur le rein, dans cette étude avec les doses qui ont été utilisées. Parce que probablement que quand on fait du 4%, on a un volume plus important à utiliser pour avoir la même chose avec du 20% et des concentrations moindres. Donc globalement quand même, les auteurs qui se sont penchés là-dessus préconisent plutôt d'utiliser du 20% pour l'effet volume parce que on va avoir des balances hydriques qui sont moindres et on va finalement arriver au même résultat, on va dire, avec une innocuité sur le rein.
Alors ensuite, l'effet médicament entre le 4% et le 20%, et les effets, c'est un peu anti-inflammatoire, etc. C'est un peu compliqué parce qu'en plus, selon l'albumine qu'on a, on sait que les effets sont pas les effets annexes qui peuvent être importants, je ne les nie pas, hein, mais qu'on peut attendre type anti-inflammatoire, anti-stress oxydant, etc., sont les effets sur les médicaments, la liaison des médicaments sur l'albumine, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, je pense qu'on n'est pas tellement en mesure de répondre parce que c'est très difficile d'avoir une réponse là-dessus. Mais moi, je dirais qu'actuellement, on tend plutôt à conseiller de faire du 20% en petit volume. Alors, soit avec l'effet hémodynamique, et puis on peut avoir peut-être un objectif d'albuminémie, mais ça, c'est encore une autre histoire, c'était pour l'étude. Ouais. Mais en fait, on fait souvent un petit peu les deux en même temps. Quoi, hein. Donc, moi, personnellement, on n'utilise que du 20%. Ouais. Et est-ce que c'est pas une histoire de timing aussi ? C'est-à-dire que quand elle est utilisée telle que c'est proposé par les experts, c'est-à-dire plutôt en deuxième ligne, on a déjà eu des gros volumes hydriques purs, et donc dans ces cas-là, effectivement, le côté 20%, ça nous arrange bien. Au titre notamment de meilleur contrôle dans ces circonstances de la balance hydrique. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que quand on fait de l'albumine, en tout cas chez nous, c'est de l'albumine qui est dans du NaCl. Oui. Donc, donc si on fait des gros volumes, on va encore retomber sur l'hyperchlorémie. Et donc au passage, je veux rebondir. Finalement, l'histoire des volumes, c'est pas 1 litre, 2 litres, on ne sait pas. Ce qui est important, à mon avis, c'est de surveiller la chlorémie. Et c'est au-delà d'un certain seuil de chlore qu'il faut penser qu'on peut avoir des effets délétères. Donc, bien sûr, c'est en rapport avec le volume, hein, mais ça dépend des patients. Il faut rajouter aussi qu'on n'a pas tous les mêmes albumines circulantes et qu'en fonction des pathologies sous-jacentes, par ailleurs, l'albumine circulante n'a pas les mêmes capacités. Et par exemple, des cirrhotiques septiques ont une albumine qui serait par ailleurs, pour une même concentration, serait peut-être plus défaillante que dans d'autres circonstances. Donc ça complexifie encore les choses. Sur l'albumine, on a l'impression qu'il y a encore des champs à traiter et à vérifier. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Oui, alors surtout qu'on ne sait pas si l'albumine qu'on va mettre va être efficiente pour transporter les médicaments, etc. Donc le remplacement ne sera peut-être pas mieux que l'albuminopathie du cirrhotique, ça c'est sûr. Et juste un petit rajout sur l'albumine à 4%, en plus elle va être hyponatrémique. Alors le chlore étant dans le NaCl à 154, même s'il est un peu plus bas, il va rester au-dessus de la norme physiologique. En revanche, l'albumine 4%, elle est un peu hyponatrémique. Et nous, on le voit notamment quand on fait les plasmaphéreses, parce que maintenant on les fait à l'albumine plutôt que l'HEA, et on fait des gros volumes. Et donc les patients, si on répète les plasmaphéreses, vont finir hyponatrémiques, parfois de façon importante, jusqu'à entre 120 et 125, à cause de cette hyponatrémie dans l'albumine. Donc il faut faire attention à ça. On va être hyperchlorémique et là en plus on va être hyponatrémique. Donc voilà, plutôt la 20%, effectivement, c'est plus simple. Ce qui était peut-être une des raisons pour lesquelles il y avait ce signal négatif chez les traumatisés crâniens. Oui, possible. Est-ce que j'ai dans d'autres questions concernant les solutés balancés pour Karim, les 3 solutés à notre disposition ont-ils des indications différentes ? Tu avais montré, il y a le bon vieux Ringer et puis les autres. Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'ils ont des indications spécifiques chacun ? Alors, merci, très bonne question. Première chose que je voulais dire par rapport au débat dont on a parlé, NaCl versus faut-il le jeter ou pas ? Autant je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Olivier, l'idée c'est d'en discuter, autant je pense réellement qu'aujourd'hui, en dehors cas entre guillemets de niche, et c'est vrai pour moi, dans mon activité, c'est vrai que l'alcalose, c'est quand même pas une occurrence extrêmement fréquente, notamment en milieu chirurgical, je ne vois plus tellement d'intérêt. Alors on va discuter après effectivement du traumatisme crânien, mais même là on a des solutions à proposer. Je ne vois plus tellement l'intérêt à proposer de NaCl, l'utilisation du NaCl en tant que soluté. Quand on en est dans des pharmacies, je l'entends tout à fait, il y a des indications dont on peut parler, mais globalement ça doit devenir à mon sens en milieu chirurgical un soluté qui sera relativement peu utilisé. Alors, je vais revenir plus spécifiquement sur la question, mais si on prend l'exemple du patient pour lequel on pensait qu'on ne pouvait pas du tout s'affranchir de l'isotonique qui était le traumatisé crânien, on s'est rendu compte que finalement, en utilisant un soluté alors balancé, équilibré, mais surtout essentiellement qui avait une osmolarité qui n'était plus due cette fois-ci uniquement au sel, il était hypoosmolaire par rapport au NaCl. Ce qu'on utilisait, c'était l'isofindine, mais il était isoosmotique au plasma, voire même un tout petit peu hypertonique. C'est une discussion qu'on avait eue avec Carole à l'époque. On se rend compte que pour du traumatisé crânien grave, on n'a pas d'augmentation de pic du tout.
On n'a aucun side effect. Alors c'est une petite étude, c'est une étude monocentrique randomisée qui est petite, mais qui montre au moins que même dans cette circonstance qui était celle qui faisait le plus peur, qui était le traumatisme crânien, on pouvait s'affranchir du NaCl. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part les indications que tu nous as données, Olivier, qui restent des indications qui concernent relativement peu de patients, moi je ne vois plus d'indication du tout à l'utilisation du NaCl versus le Ringer. Alors si on prend le Ringer, ce qui est un petit peu isotonique, ça me semble être vraiment le soluté à utiliser, j'ai envie de dire, au quotidien. À mon sens, les balancés équilibrés, on ne les utilise probablement pas assez, notamment en cas de remplissage massif. D'abord parce qu'on ne l'a pas à disposition dans nos institutions. Deuxième chose importante, il y a le problème du coût, il faut quand même en parler, parce que c'est vrai qu'on a un niveau de preuve qui n'est pas extrêmement important pour ces différents solutés et leurs utilisations différentielles. Il apparaît que pour ces solutés maintenant, la différence de coût entre du Ringer et du balancé équilibré qui comprendrait des tampons malates et acétate, c'est quelques centimes. Donc même si le niveau de preuve n'est pas très important, les études que je vous ai montrées sur les balancés par rapport au NaCl, sans même parler des équilibrés, semblent quand même montrer clairement qu'on a systématiquement au moins un petit signal sur le rein dès qu'on remplit à plus de 500 ml pour des situations d'urgence. Le travail de Daniel Sessler, ça ne sortait pas, mais quand on ajustait, mais on avait quand même encore un signal délétère sur le rein à l'utilisation du NaCl. Donc pour répondre très clairement, je pense réellement qu'on doit passer de façon majoritaire en réanimation et au bloc opératoire à des solutés balancés. Donc chez nous, c'est du Ringer lactate essentiellement. Balancé équilibré dans toutes les situations à risque, c'est-à-dire les chocs extrêmement importants, si on l'a à disposition, ou les cas de remplissage massif. Je voudrais rajouter des éléments là-dessus. D'abord, nous aussi, on a la même pratique. Et puis, je voudrais réhabiliter le Ringer lactate en dehors de ces problèmes d'hypotonie, à mon avis, qui ont été majorés, en dehors du fait que aussi on nous a bassinés, on peut dire, avec l'hyperkaliémie. Donc là, c'est quand même très clair. C'est un excellent soluté balancé parce qu'en plus, il contient du lactate et on sait que c'est celui qui est probablement le meilleur par rapport à l'acétate et au malate, même s'il est aussi vasodilatateur. Donc, moi, je pense que c'est très bien. Il y a des preuves maintenant que le Ringer lactate est un très, très bon soluté balancé. Ensuite, pour répondre à Catherine, quel est le meilleur ? Je pense que c'est difficile de répondre à ça, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à être avec une chlorémie aussi basse que 98 ou être à 127. Dans l'idéal, je pense qu'il faudra avoir les trois. Bon, nous, on a le Ringer et on a de l'isofundine aussi. On s'en porte très bien, mais finalement, la personnalisation de la médecine, c'est plutôt ça. Les coûts, à mon avis, n'entrent plus en compte parce que l'intérêt vraiment de faire attention à ces solutés balancées, c'est quand on fait beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage, c'est les premières 24-48 heures d'un malade de réanimation. Mais après, franchement, après, c'est par habitude. C'est un soluté qui est quand même beaucoup plus physiologique. Ouais. Pourquoi se priver du physiologique ? Maintenant, si vous faites 500 ml par jour pendant 10 jours de réa, c'est pas très grave de faire du NaCl, franchement. On a des données médico-éco parce que si on va dans la logique de un signal qui est très cohérent de travail en travail sur on va dire une protection rénale associée, enfin une moins d'agression ou voire une protection rénale, on peut envisager qu'il y ait des données médico-éco qui montrent que au coût de l'insuffisance rénale aiguë, on ait des choses qui soient favorables. Alors nous, on avait fait une biblio à Bordeaux avec nos camarades de réanimation médicale et après, ils s'étaient justement penchés sur la question médico-éco. Alors en fait, ils se sont rendus compte que le Ringer lactate était moins cher dans l'institution que le NaCl. Donc en plus, on gagnait de l'argent à faire du Ringer lactate. Et en revanche, l'isofundine, effectivement, et le plasmalide sont un tout petit peu plus chers, mais ça joue à quelques centimes. Alors évidemment, il y a des volumes très importants. Mais au final, le rapport par rapport aux HEA, par exemple, ou à l'albumine, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc c'est quelques centimes par litre, c'est pas non plus majeur. Juste, je voulais rajouter, moi j'ai les trois dans mon institution, j'ai tapé un peu du pied par terre pour avoir les trois, notamment parce que le Ringer lactate, il est très bien pour la réhydratation, comme tu as dit ce matin. Ce matin, dans le premier webinaire à 8h30 que vous pourrez voir en replay, on a parlé d'une étude qui montrait que sur les volontaires un soluté légèrement hypotonique comme le Ringer lactate améliorait la balance hydrique et la duresse des patients chez les volontaires sains, mais c'est vrai chez plein de malades de chirurgie réglée. Donc voilà, le Ringer lactate très bien pour la réhydratation de base. Et après le remplissage, effectivement, ils ne sont pas exactement égaux tous les deux, donc isofundine, plasmalide, à voir en fonction de la physiologie. Dernier petit point qu'il faudra rechercher quand même, c'est
que va donner le gluconate, parce qu'il y en a un, c'est gluconate, acétate, l'autre, malate, acétate. Que va donner le gluconate, l'acétate et le malate dans des gros chocs avec dysfonction du cycle de Krebs qui est nécessaire pour métaboliser ce malate et cet acétate? Et que devient le gluconate quand on a déjà l'hyperglycémie, de stress, etc. Voilà. Petite question qu'on n'a pas réglée. Je pense qu'il faudra juste aller regarder ce que ça donne, parce que ça pourrait être intéressant d'un point de vue physiopathologique. On pourrait rajouter la problématique de la dysfonction myocardique également liée à l'utilisation de ces tampons-là. Ça, c'était essentiellement dans les bains de dialyse. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été répliqué, mais ça, c'est des travaux. Il y a pas mal de questions, et il y en a une qui devait arriver, qui est arrivée. C'est en majuscule en plus. Doit-on arrêter d'utiliser les HEA? Donc, Nariat en a parlé, mais là, on est sur le périopérateur, le bloc. C'est à toi. Emmanuel, c'est C'est pour marrant, toi. j'attendais la question. À toi. Alors, je sais pas, je peux pas répondre de façon catégorique en tout cas. Ce qu'il y a de certain, c'est que là où on s'attendait à trouver un effet bénéfique, on n'en a pas trouvé. Sur une population de patients de chirurgie pour lesquels, a priori, on était en droit d'escompter un effet bénéfique sur des critères de jugement qui sont ceux des patients de chirurgie, on n'a observé aucun effet bénéfique, alors même que tout ce que les études préalables nous avaient rapporté en termes de balance liquidienne plus favorable, d'optimisation hémodynamique plus intéressante, notamment sur des marqueurs de volume d'éjection qui étaient plus élevés avec l'utilisation de l'un que de l'autre, tout ça, effectivement, on l'a constaté dans l'étude, pour autant, ça ne s'est traduit par aucun effet bénéfique. Donc le premier message, c'est a priori, au moins, ça ne fait pas mieux. La deuxième question est, y a-t-il réellement un risque ? Et là, malheureusement, on se doit d'être au minimum prudent, puisque certes, il s'agit d'un critère de jugement secondaire, certes, il ne s'agit pas de patients qui vont finir épurés en réanimation, mais pour autant, quand même, il y a quelque chose qui s'est passé sur le rein de ces patients qui ont reçu de l'hydroxyéthylamidon plutôt que du sérum sel isotonique. Donc je crois au minimum qu'on se doit d'être prudent, et le principe de précaution voudrait qu'au minimum, on n'utilise pas ces solutés chez les patients de chirurgie ayant soit déjà une dysfonction rénale, soit ayant un risque de développer une dysfonction rénale. Et aujourd'hui, on peut caractériser une certaine partie de notre population chirurgicale. Mais Emmanuel, tu nous confirmes ou tu infirmes, parce que là, on a un débat qui est tout à fait normal d'avoir, mais on a toujours le droit aujourd'hui, malgré les résultats de l'étude flash, avec les réserves que tu émets, on a toujours le droit de les utiliser chez le malade chirurgical ou pas? Complètement. Les solutés restent autorisées. L'Agence nationale du médicament française, moyenne en formation particulière. Moyenne en formation, tout à fait, n'a absolument pas revu l'autorisation de mise sur le marché. Donc les produits restent utilisables dans les conditions qui sont celles prévues par l'AMM, à savoir pour une correction lors de pertes sanguines au bloc opératoire. Et comme tu le rappelles, Catherine, effectivement, à condition d'avoir justifié au préalable d'une certaine formation, rappelant les bonnes pratiques d'usage préalable à leur emploi. Ouais. J'ai donc pas mal de questions, donc on va essayer peut-être de répondre. Quelle est la place ou quelle soluté, on va prendre celle-là, quelle soluté au bloc pour les insuffisants rénaux sévères ou terminaux? Et j'imagine que c'est pas la même chose. Donc pas des HEA, vous l'aurez compris. Pour un dialysé. Les gélatines non plus. Et alors là, je vais être un peu plus provocative. Pour un insuffisant rénal chronique dialysé, est-ce que c'est cuit, non? Ah c'est une vraie question. Alors, il va y avoir plus de problèmes. Est-ce que c'est pas plutôt en fait l'insuffisance rénale, le patient fragilisé en insuffisance rénale, dire pré-terminale plutôt que terminale, quoi. Là, c'est sûr que c'est un facteur de risque supplémentaire d'aller lui mettre une hyperchlorémie. Hein. C'est la même chose que de mettre des produits néphrotoxiques. On sait quand même que c'est vasoconstricteur quand même. Hein. Sur le débit sanguin rénal, débit de filtration glomérulaire. Bon, il y a bien d'autres choses aussi. Donc, quand même, les recommandations, c'est d'éviter tout ce qui est néphrotoxique sur un malade qui est entre deux. Une fois qu'il est, à mon avis, épuré. Donc, en gros. Mais bon, on peut penser aussi que le corps a des effets délétères sur d'autres circulations aussi. Parce que quand ils sont précisément pour l'insuffisance rénale, quand ils sont insuffisants rénaux dialysés, souvent entre les dialyses, ils vont être hypochloriques. Mais en dialysé, je pense qu'en fait, c'est pas vraiment le sujet. C'est l'intermédiaire. Oui. C'est entre 30 et 10, quoi. L'intermédiaire, c'est clair. Évidemment, pas de NaCl. Ça c'est évident. Alors moi, ce qui me revenait régulièrement des internes aux collègues, c'était mais mon Dieu, le potassium, la calémie. Et là, effectivement, il l'a bien dit tout à l'heure, Karim. À partir du moment où on utilise un soluté balancé qui a une concentration en chlore inférieure, une concentration en potassium inférieure à la calémie du patient,
on ne peut pas générer d'hypercalémie. On ne peut pas, parce que quoi qu'il arrive, on va diluer le sang du patient avec un soluté ayant une calémie inférieure à la calémie du patient. Donc on ne peut pas avoir d'hypercalémie avec un soluté qui contient 4 ou 5 millimoles par litre de potassium. Voilà, on ne peut pas. Donc on utilise tranquillement, alors que le NaCl, on l'a vu, fait monter la calémie des patients. Je rappelle juste que ce n'est pas l'acidose qui entraîne l'hypercalémie, mais c'est l'hyperchlorémie, puisque ça dépend du type d'acidose. Par des échanges d'ions. Ok, alors cristalloïde, mais un cristalloïde un peu particulier. Place du sérum hypertonique en 2020, un de vous deux? Sur la réanimation, que ce soit le 4 ou le 20%, bon, tout ce qui est lésion cérébrale aiguë, tout ce qui est traumatisme crânien, ça a évidemment sa place. Alors ça, c'est du traitement d'urgence. Pour ce qui est... on est en train de finir un essai sur ce sujet-là, mais donc, ça a toujours sa place très clairement. Donc là, c'est vraiment pour la charge osmotique que ça procure. On a également, concernant le sérum salé hypertonique, comme indication, bon, pour moi c'est essentiellement celle-là, j'en vois plus tellement d'autres, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet, c'est la dernière indication que j'y vois. Il y avait l'indication choc hémorragique, parce qu'effectivement, mais ça a été très discuté, et puis c'est quasiment plus utilisé, mais dans les modèles animaux, on s'est beaucoup servi. Alors sérum salé hypertonique seul, plutôt du 20%, ou accompagné d'une molécule type HEA. Et effectivement, en termes de restauration sur des modèles murins, en termes de restauration de la pression artérielle, on avait des effets. Je sais que c'est encore utilisé dans le choc hémorragique, des ampoules de sérum salé 20%, donc pour la charge osmotique que ça procure, et pour restaurer en situation d'urgence la pression artérielle. Dans toutes les autres situations, je ne vois plus tellement d'intérêt à l'utilisation très clairement de ces solutés hypertoniques. Alors le problème en plus, c'est que l'étude sur les animaux, là par exemple, on ne l'a jamais décliné chez l'homme, notamment pour les HEA. C'est-à-dire que à la première goutte de remplissage, mettre un HEA quand on a une vraie hémorragie aiguë grave sur le bord de la route ou autre, là, ça pourrait montrer un effet. Celle-là n'a jamais été faite chez l'homme, donc effectivement, et pour le salé hypertonique. Et alors, il reste le crânien, en sachant qu'en fonction de l'étiologie de l'hypertension intracrânienne, et notamment s'il y a un saignement, comme avec certaines autres, comme avec le mannitol, on risque de payer secondairement la rupture de la barrière hémato-encéphalique avec le salé qui va passer dans l'hématome et ensuite réattirer de l'eau dans l'hématome. Mais quand on est au stade de la midriase unilatérale, il n'y a pas de discussion. Non, mais c'est ça, mannitol versus sérum salé. Ce qui avait été montré aussi par la Pitié, effectivement, c'est que le salé hypertonique pouvait éventuellement aggraver un petit peu. Mais là, on parle bien de la midriase unilatérale. Et de non, voilà, c'était uniquement des arguments scanographiques. Ça pouvait un petit peu aggraver les contusions hémorragiques. Voilà, c'est la seule chose, on n'avait aucun readout clinique pour ces études-là. Ce qui est sûr, c'est que ça fait diminuer considérablement la pression intracrânienne, voilà, le bolus de sel. On cherche à ce moment-là. Alors, une question qui est sur un soluté particulier, c'est des solutés à base de bicarbonate. Qu'en est-il des poches de 500 ml de bicarbonate à 0,14 et aussi des flacons à 42 pour 1000? Je pense que ça va être pour Carole. Merci. Ça aurait pu être pour quelqu'un d'autre. Je suis embêtée parce qu'il y a Samir en face de moi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. En fait, alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que... On a parole libre, hein, tu sais. Oui, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci. Première chose que je voulais dire, c'est que le bicarbonate, c'est du bicarbonate de sodium. Donc vous apportez du bicarbonate et du sodium. Donc à mon avis, la première vertu du bicarbonate de sodium, si on y croit, c'est que ça peut être un bon soluté de remplissage qui en plus est balancé, donc c'est quand même un avantage par rapport au NaCl. Alors, vous savez qu'il y a des effets délétères qui sont décrits au bicarbonate de sodium, dont l'hypocalcémie, qui est assez embêtant, l'hypercapnie que ça peut créer, enfin beaucoup de choses, l'hypernatrémie, d'autant plus que vous utilisez des solutés qui sont concentrés. Donc moi, je ne préconise pas, pour ma part, de passer des solutés qui sont concentrés. Après, c'est une question de rapidité. Vous pouvez faire du 14 pour 1000 ou du 42 pour 1000 en fonction de la rapidité à laquelle vous allez. Voilà, ça fera la même chose. C'est la quantité que vous allez passer. Et ce que je préconise aussi, c'est d'y aller doucement. Maintenant, monitorer peut-être. Et de monitorer et de regarder quand même les effets sur la capnie, etc. Alors après, quelles sont les indications? Pour le moment, les indications, elles restent quand même à discuter. On sait qu'il y a au moins le travail de l'équipe de Montpellier qui montre que chez les patients qui ont une insuffisance rénale,
aigu, ça peut être un soluté de remplissage qui est intéressant et qui apporte des effets bénéfiques. Reste à voir maintenant sur toute la population des patients de réanimation, en tout cas de façon globale, sur toute la population, il n'y avait pas de différence. Et à ma connaissance, pour moi, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre élément. Moi, je vous dis que c'est peut-être un très bon soluté de remplissage, mais méfiez-vous quand même des effets secondaires. Et pas comme on l'a préconisé, l'arrêt cardiaque, on va faire du bicarbonate de sodium. Ce qui est, à mon sens, sûr, c'est que je ne pense pas que ça fasse du bien parce que ça corrige l'acidose. C'est mon avis. Merci Carole. On a quelques questions sur des situations de pratiques spécifiques. Manuel, tu as répondu sur les HEA. Maintenant, les HEA en obstétrique. Alors là, c'est vrai qu'on va vraiment dans les indications, dans les niches. Oh bah non, il y a quand même quelques accouchements. Non, c'est pas une niche l'obstétrique. C'est 550 000 naissances par an. Je vais vous expliquer pourquoi je considère qu'il s'agit d'une niche et je persiste. Je ne voulais pas qu'on croie que tu pensais que l'obstétrique... Parce qu'encore une fois, à l'exception des situations hémorragiques en obstétrique, pour lesquelles, effectivement, la question de l'utilisation d'un tel ou un tel des solutés pourrait éventuellement se poser, encore une fois, dans 99,9% des X situations obstétricales qu'on rencontre chaque année en France, on n'a pas besoin de faire de remplissage vasculaire du tout. Il s'agit encore une fois de corriger essentiellement une vasoplégie induite par une rachianesthésie, enfin une anesthésie loco-régionale. Et pardon, mais cette vasoplégie ne doit pas être traitée avec du remplissage vasculaire. Donc la question n'est même pas peut-on encore faire des hydroxythylamidons en obstétrique dans ces situations-là, c'est qu'on n'a pas besoin de fluide du tout dans ces situations-là. En dehors de complications. Exactement. Et si après, on est face à une situation hémorragique, et bien évidemment, pourquoi pas. Avec hypovolémie avérée. Quoi. Exactement. Et là, on rentre dans du traitement par remplissage. Et donc, il s'agit bien d'une niche. Oui, fort heureusement pour la partie de la complication. Mais tu étais mal parti sur les 550 000 naissances, je suis désolée. J'ai une inquiétude sur toute connaissance. Donc, une autre... alors là, je ne sais pas, je ne vais pas dire niche parce que c'est... Non, les brûlés. Et soluté du remplissage d'un grand brûlé en l'absence de Ringer lactate. C'est-à-dire que tu n'as pas d'accès au Ringer. Alors, le Ringer lactate, chez le grand brûlé, il va en falloir beaucoup parce qu'il va en perdre beaucoup. Et là, pour le coup, mais là, il n'y en a pas. La question qu'on nous pose, c'est pas d'accès. J'ai l'impression pas d'accès. Il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, le Ringer lactate, et vu le niveau de remplissage du brûlé, si on en met autant, il va finir en hyperhydratation intracellulaire parce que quand même l'hypotonicité à force va se majorer. Donc, alors après, sur les brûlés, c'est pareil, si on met que du NaCl, il va finir en acidose hyperchloramique, donc il va falloir mettre du soluté balancé. Alors, le brûlé, il va falloir beaucoup de volume. Ouais. L'idéal, ce serait d'utiliser des solutés d'épuration extra-rénale. Parce que quand on fait une hémofiltration, on retire l'eau du malade et on le remplace par un soluté de substitution. Et ce soluté de substitution, on fait parfois jusqu'à 70 litres par jour avec une homéostasie parfaite du malade. Là, c'est des tests, c'est au lit du malade. On sait, quand on fait pendant 3 jours 70 litres d'échange de... Donc ça, mais sauf que les industriels ne sont pas capables de le fabriquer pas cher parce que c'est des bicompartiments pour ne pas mélanger le bicarbonate et les autres électrolytes. Et donc, on ne peut pas l'avoir en poche de 1 litre ou 2 litres, ce qui serait évidemment la situation idéale pour nous puisque le tampon, c'est le bicar à 30. Et voilà, mais on l'a pas. Donc pour les brûler, c'est plutôt du plasmalite ou de l'isofindine. Donc du balancé. C'est très clairement, je trouve, ça la situation où ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, on est obligé de se baser sur la physiologie. C'est le dernier patient, à mon sens, en réanimation où on peut leur administrer des volumes qui soient aussi énormes. Schématiquement, c'est même pas 2 écoles, c'est deux manières de fonctionner. Il y a deux manières de remplir les grands brûlés. Soit par des abacs, et là effectivement dès lors qu'on est au-dessus de 20%, on peut se retrouver avec des 10 litres, 15 litres, 20 litres. Le piège de cette modalité de réanimation, c'est que si le patient est oligurique et qu'on n'y prend pas garde et qu'on reste sur les volumes basés uniquement sur la surface cutanée brûlée, on se retrouve avec non seulement des désordres hydroélectrolytiques, mais avec des œdèmes pulmonaires et des défaillances d'organes qui sont quasi exclusivement volodépendants. Ce qui implique donc exactement ce que tu disais, d'avoir des solutés là pour le coup le plus physiologique possible, et là de vraiment monitorer sur le ionogramme, au moins pendant les 24-48 premières heures, sur le ionogramme qui est fait toutes les 4 à 6 heures. Parce que là, effectivement, on peut avoir des variabilités en termes ioniques qui sont extraordinairement importantes. Un grand brûlé de 30 à 40, sans même parler des hypoalbuminémies, des hypoprotidémies qui complexifient les choses. C'est des patients qui peuvent avoir, encore une fois, 20 à 30 litres au bout de 48 heures
comme pour les autres patients, ça finit par s'amender. On peut retomber sur des processus de remplissage qui sont ceux qu'on utilise pour les autres patients de réa. Okay. Mais ces patients-là, tu as tout à fait raison, c'est extrêmement particulier. Et c'est là qu'il faut regarder quel type de désordre on a. Juste une seconde sur les brûlés, parce qu'il y a quelque chose d'amusant. Les grandes agences du médicament ont interdit les HEA chez les brûlés. Il n'y a jamais eu une étude dans le monde sur les brûlés. Donc ça, je trouve ça amusant. Juste, voilà. Dans les autres questions, on a beaucoup utilisé, et je me tourne vers Emmanuel, sur les fluid challenge, les stratégies d'optimisation, donc là, intra-opératoire, les stratégies d'optimisation hémodynamique et sur le dépistage de la précharge dépendance. Utiliser beaucoup de fluid challenge où la majorité, pas toutes, mais beaucoup d'études étaient faites avec des colloïdes et souvent des HEA. Est-ce que ces nouveaux résultats, ça change la donne sur notre pratique quotidienne, sur la façon dont on a de faire ces stratégies de monitorage hémodynamique pour toute chirurgie à risque, avec cette optimisation hémodynamique telle qu'elle est recommandée actuellement et dont on sait qu'elle est associée quand même à un meilleur pronostic de nos patients? Est-ce que ça change la donne? C'est une super question. Effectivement, comme tu le rappelles, la quasi-totalité, ou pour ne pas dire l'exclusivité de toutes ces études-là, était de ces études qui ont utilisé des protocoles d'optimisation hémodynamique individualisés au bloc opératoire, habituellement guidés sur le débit cardiaque ou le volume d'éjection, ont utilisé dans leur bras interventionnel un colloïde. Alors, il pouvait s'agir d'un hydroxyéthylamidon de diverses générations en fonction des années de ces études-là, et ou d'une gélatine. Et parmi les questions qui nous étaient fréquemment posées, et la question étant de savoir, finalement, le bénéfice de ces stratégies vient-il de l'optimisation hémodynamique en elle-même ou de l'optimisation hémodynamique utilisant justement ce soluté? La question, elle est encore une fois pas complètement tranchée. Ce que nous rapporte l'étude FLASH, qui utilisait une stratégie d'optimisation hémodynamique basée sur le volume d'éjection systolique, c'est qu'encore une fois, au-delà des effets objectifs d'amélioration du volume d'éjection et de moindre balance liquidienne, cette optimisation hémodynamique, quand elle était réalisée avec un hydroxyéthylamidon, ne s'est pas traduite concrètement par un gain en termes de pronostic post-opératoire. Donc il n'est pas si sûr que ça, que la typologie de fluide influence concrètement le truc. Mais par contre, le fait de monitorer le patient en risque, quand on voit 300 millions de patients chirurgicaux opérés chaque année, stratifiés sur un risque post-opératoire avéré et aller monitorer, alors soit par une stratégie de monitorage du volume d'éjection systolique pour faire du remplissage, quelles que soient ses modalités, au moins par des cristalloïdes, je pense que c'est ça, là clairement quelque chose sur lequel il faut appuyer et qu'il faut absolument recommander très clairement. Mais de façon plus générale, sur le remplissage vasculaire en tant que tel, on est en train de discuter du fluide idéal qui n'existe probablement pas. Effectivement, je partage complètement l'avis d'Olivier qu'il faut individualiser. On est en train d'individualiser sur l'idée qu'il faut individualiser nos stratégies thérapeutiques, effectivement, au-delà de la problématique de la typologie de fluide, la typologie de fluide devant être discutée au cas par cas, situation clinique par situation clinique, il nous faut impérativement nous améliorer sur le monitorage de ce que l'on fait. C'est-à-dire, objectivement, est-ce que l'apport de 500 ml de NaCl, est-ce que 500 ml de ringère lactate, ça se traduit objectivement par un bénéfice hémodynamique pour le patient? C'est la première façon de dire si c'était utile ou pas, Exactement. Avant même de se demander s'il y a Exactement. des effets secondaires. Est-ce que le patient en avait besoin? Est-ce que le traitement, puisqu'il s'agit de ça, a été concrètement efficace pour le patient? Avait un intérêt. Exactement. Oui, moi je partage ça parce qu'en réanimation on le fait peut-être un peu plus, mais c'est l'avantage des derniers travaux qui sont faits dans le opératoire. Finalement, je pense que l'effet bénéfique ou délétère du choix du soluté passe derrière les effets potentiellement bénéfiques ou délétères si on n'est pas dans les bons volumes. Parce que là, on sait qu'on va faire du mal. On sait que l'hypotension, l'hypovolémie, ça fait mal. Et on sait que l'hyper aussi, volémie, ça fait mal au rein, ça fait mal à beaucoup de choses. Donc, si on n'a déjà pas la bonne dose du volume, très clairement, on verra pas, on n'arrivera pas à mettre en évidence c'est derrière le type de soluté. Catherine, je peux donner 2 exemples pratiques pour lesquels je pense que c'est extrêmement important. On s'est rendu compte à Nantes où on fait pas mal de greffes rein-pancréas, donc c'est des patients très comorbides qui ont souvent des coronaropathies associées chez des sujets jeunes. Et sans monitorage, on a regardé un petit peu ce qu'on faisait en post-opératoire. C'est des interventions qui vont durer 6 heures. Par crainte, on faisait 1 litre à 1,5 litre de remplissage, ce qui est notoirement insuffisant. Et on n'a aucun moyen chez ces patients qui ont plus
qui en plus ont des problèmes neurovégétatifs et des tachycardies. Donc, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'on fait. Deuxième exemple, c'est les fractures du col. Bon, on va revenir aux anciens travaux, mais de la même manière, ce sont des patients qui sont très comorbides, qui ont des maladies du rein, du cœur, éventuellement des poumons, et pour lesquels généralement, ce qui les tue, ça serait plutôt l'insuffisance rénale, mais hypovolémique, que le contraire. Et si on ne garde qu'un brassard à tension, on est incapable de savoir ce qu'on fait. Et le délirium. Mais bien entendu. Donc en fait, effectivement, ce message sur le monitorage, et donc à chaque fois, on retombe toujours sur le même concept de personnalisation et d'adapter le bon volume. Et puis après, on peut réfléchir à ce qu'on met. Mais d'abord, être sûr que oui ou non, le malade va bénéficier d'un remplissage. Et ça ne se devine pas. Ça nécessite de se monitorer. Et on sait qu'on a encore une marge très significative d'amélioration de nos pratiques. Au bloc opératoire, moi, j'irais aussi en réanimation. Parce que à minuit, quand le malade il est un peu, même à 3h du matin, quand le malade est un peu oligurique, on sait très bien que de temps en temps, allez, un petit peu de remplissage. Et donc, on sait que c'est la vraie vie. Donc là, il y a un message majeur. J'ai deux autres questions. Et donc, peut-être que ça vous parle, le remplissage par sérum albuminé en préopératoire en première intention. Ça vous parle? Est-ce que c'est faux? Joker. Ouais, Joker. Mais du non. tout. Je ne vois pas dans quelle indication. Ou alors un patient très hypovolémique avant. Mais il faudrait qu'il soit aussi hypoalbuminémique. Sinon. D'accord, donc effectivement. Et puis j'ai une question-remarque. Pour les patients post-opératoires extubés, j'ai tendance à leur donner à boire plutôt que de les remplir. Est-ce que vous pouvez concevoir ça comme une stratégie de remplissage? J'aime bien cette question. Excellent, ouais. Excellent aussi. Un malade ne se régule jamais mieux que par lui-même, donc respecter la physiologie du malade. Bon. D'autres concepts là-dessus. Donc en fait, il faut de l'eau de Vichy. Ah oui, voilà, très bonne question. Il m'arrive de donner de l'eau de Vichy s'ils sont hyponatrémiques, mais bon, ça c'est spécifique chez que hyponatrémique. Majoritairement chez hyponatrémique, oui, parce qu'il va. Il y a des bains. Eau de Vichy, Volvic, Ceinture. L'eau de Vichy, c'est pour les acidocétoses diabétiques, ça marche bien. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. Donc finalement, une des questions qu'on avait aussi et qui était au tout début, on a eu plein de questions. Elle était en fait sur, je pense que ce qui va être la conclusion de ce webinaire, c'est finalement. Est-ce qu'il ne faut pas personnaliser le remplissage comme chez la personne âgée? Il y avait une question spécifique peut-être. Donc question super rapide. Est-ce que la personne âgée, elle aurait le débat qu'on a eu sur les types de solutés serait spécifique? Il y a une raison de penser que non. Si ce n'est qu'elle est encore plus fragile, qu'elle a le néphron encore plus fragile. On va se baser sur le iono, mais puis il y a moins de néphron, mais en dehors de ça. Non, mais typiquement la fracture du col, qui était quand même un sujet ultra fréquent et qu'il faut traiter, dont on sait donc il faut faire plus attention. Voilà. Encore plus attention que les autres. C'est comme les autres. Et juste sur le monitorage, on ne jette pas de NSL, mais je pense qu'on ne jette pas de PVC, par exemple. Parce qu'il y a plein de zones grises, mais si on a 20 PVC, Mathieu Legrand a bien montré, le rein c'est pas une zone grise. Voilà, c'est pas une zone grise. C'est pas une zone grise. Très bien. Voilà. Je vous remercie pour ce webinaire et puis au revoir à tous et à une prochaine fois. Merci.